Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Réflexion et Résonance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alicia Mazouz, professeuse à l'Université catholique de Lille et directrice déléguée du C3RD, donc laboratoire de recherche de la faculté de droit. Originalité de cet épisode, nous allons aujourd'hui davantage parler de pédagogie et d'enseignement, car Alicia vient de sortir son nouvel ouvrage que nous avons ici en 2 exemplaires, dont le mien, qu'elle m'a gentiment envoyé, donc Enseigner le droit, expérimenter, oser et transmettre. Où elle propose de réfléchir sur les questions de la pédagogie et de l'enseignement juridique, mais aussi des changements dans l'approche de l'enseignement juridique. On va justement en discuter. Mais ça fait déjà plusieurs années que effectivement tu te questionnes sur ces questions de l'enseignement, de la transmission du savoir et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un meilleur accès à celui-ci. Tu as notamment créé le blog Fenêtre sur cours de droit, la chaîne YouTube Pédagogiquement Vôtre. Les liens seront en description de la vidéo d'ailleurs, je vous invite à y accéder. Tu interviens également sur les plateaux télé pour dispenser la bonne parole juridique. On en reviendra tout à l'heure. Ma première question est toujours la même pour tous les invités. Alicia, comment ça va ? Ça va très bien, Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de partager mes travaux et mes réflexions sur l'enseignement du droit. Et l'ouvrage est un très beau prétexte pour rencontrer de nouveaux collègues dont tu fais partie. Donc merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Je pense que les discussions vont être passionnantes. Je vais donner mon avis tout à l'heure sur l'ouvrage, mais il est très très positif. On va en reparler et c'est un ouvrage qui est vraiment fort de propositions. J'ai rarement vu autant d'expérimentation faite par déjà une seule personne et puis ensuite transmise dans un ouvrage. Donc je sais déjà que je vais intégrer des nouvelles pratiques pédagogiques dans mes cours à partir effectivement de ce que tu proposes dans ton ouvrage, mais on va en discuter. Mais avant, vous connaissez, je pense, pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents, le concept du podcast. On revient d'abord sur le parcours de l'invité, puisque l'intérêt, c'est de comprendre que même si on fait tous le même métier, à peu près le même, on a tous des parcours différents. Donc ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, d'où tu viens, comment tu t'es orienté vers le droit, parce qu'on n'a pas tous les mêmes raisons d'aller vers le droit. Certains, c'est parce qu'ils étaient mauvais en maths, comme moi, d'autres, c'était parce qu'ils ont découvert la vocation du droit bien avant. On parlera après, effectivement, des étapes marquantes de ton parcours. Très bien, Pierre. Eh bien, écoute, je pense que le droit, ça a été, comme beaucoup d'étudiants, un peu l'utopie, l'idéal de la défense, de la justice, de l'avocature. Donc, je suis rentrée dans ces études avec cette envie de devenir avocate. Mais je dois préciser qu'en fait, j'ai fait une classe préparatoire D1, droit, économie. Et ça a été très important dans mon cursus par la suite, je m'en suis rendu compte. Parce que déjà, j'ai gardé cette appétence pour la transdisciplinarité. J'ai mis longtemps à choisir, j'étais jusqu'à la licence, à l'équivalent licence, où j'ai mené de front des études de juriste et en économie. Ça a été important pour moi, j'aimais vraiment beaucoup ces 2 matières complémentaires. Et après, j'ai fait le choix progressivement de sacrifier l'économie au profit du droit. Mais la prépa m'a apporté énormément de rigueur dans la construction, dans l'autonomie. Et ça a été extrêmement difficile d'arriver à la fac. Et souvent, je dis, et je l'assume même devant mes étudiants, je pense que je suis devenue enseignante à l'université parce que j'aimais pas la fac. Parce que j'aimais pas les bancs, j'aimais pas la solitude alors qu'on était nombreux, j'aimais pas l'absence de dialogue entre l'enseignant et les étudiants dans ces grands amphis. Et donc, au fond, ça a beaucoup marqué l'enseignante que je suis devenue. C'est vrai que c'est un constat qui revient chez beaucoup de collègues et beaucoup d'étudiants. Alors certains vont apprécier cette ambiance-là de la faculté, ils vont apprécier les cours magistraux tels qu'ils sont dispensés dans la plupart des facultés de droit. Moi je me souviens même de certains enseignants à moi quand j'étais étudiant qui me partageaient les mêmes retours, qui me disaient je n'allais jamais en amphi, j'allais à la bibliothèque lire des ouvrages. On a tous des profils différents là-dessus, mais malgré ça, est-ce qu'il y a des interactions qui t'ont marqué dans ton parcours ? Je pense qu'on a tous eu des enseignants qui nous ont marqué, leur manière de nous transmettre le savoir était quand même originale. Ça dépendait bien sûr des appétences de chacun, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, des enseignants par exemple, des enseignantes qui t'ont vraiment donné envie d'aller dans cette direction ? Oui, tout à fait. Je pense que sur le coup, je ne me suis pas forcément dit que ça me donnait envie d'être enseignante, mais ils m'ont donné envie de continuer le droit. Je me souviens notamment de ma chargée de TD en droit fiscal, Alice Baillet, qui était une femme incroyable. J'ai failli faire du droit fiscal grâce à elle, c'est dire. Après, ma voie a bifurqué vers le droit de la personne, parce que j'ai fait d'autres rencontres aussi, et que le Master 2, je pense que c'est vraiment l'étape décisive, où j'ai rencontré notamment donc, tout un corps enseignant à l'Université Paris 1, et en particulier Muriel Fabre-Magnan et Grégoire Loiseau, qui ont beaucoup marqué mon année de master par les réflexions qu'ils ont provoquées, par l'invitation au dialogue justement que j'attendais depuis de nombreuses années, par cette volonté
important de nous faire réfléchir et de manière décloisonnée. Notamment, je me souviens du séminaire de Muriel Fabre-Magnan, de ce point de vue-là, était extrêmement riche. Et donc, à partir de ce moment-là, et avec le travail de mémoire qui a accompagné mon année de master, j'ai eu ce déclic pour la recherche. Progressivement, je me suis dit, j'aime vraiment réfléchir au droit. Puis après, j'ai aimé écrire. Donc ça a été le tournant progressivement vers le doctorat. Oui, on va en parler de l'écriture d'ailleurs. C'est un gros morceau dans le renouvellement de la pédagogie, si on peut dire. Mais justement, est-ce que c'est uniquement la rédaction du mémoire en Master 2, parce que c'était beaucoup de collègues, hein. C'est la rédaction du mémoire en Master 2 qui généralement déclenche, alors soit déclenche la vocation, soit la confirme. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'y aller? Est-ce que ton sujet d'ailleurs de mémoire était proche de ton sujet de thèse? Et quel était ton sujet de thèse? Comment s'est passé ton doctorat? Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler? Alors, c'était pas du tout la même... on n'était pas dans la même dynamique dans mon sujet de mémoire et de thèse. En mémoire, j'ai travaillé sur le temps des revirements. Ça s'appelait le temps d'un revirement. Sur le revirement de jurisprudence, je me suis prise de passion pour le revirement de jurisprudence. Et j'avais modestement, parce que j'étais étudiante en mémoire et j'avais pas beaucoup de méthodes, elle est toujours pas parfaite, ma méthode de pratique empirique, et je remercie les collègues qui travaillent beaucoup sur ces sujets que je lis avec attention, parce qu'ils me nourrissent beaucoup. C'est vrai que je me suis dit, je vais faire des enquêtes, je vais aller voir des magistrats, je vais échanger. Donc j'avais eu cette chance de rencontrer des avocats au conseil, de travailler avec des magistrats de la Cour de cassation pour comprendre en fait cette construction prétorienne. Et ensuite, je me suis enfermée et j'ai écrit pendant 1 mois. Voilà. Ça a été un processus sur l'année. Et d'un seul coup, je me suis dit, maintenant je m'enferme, j'écris. Et ce processus-là d'écriture, je me vois encore, et c'était pourtant il y a un certain nombre d'années, dans les différentes bibliothèques partagées de Paris 1 et Paris 2, voilà, dans ces petits espaces où on est tous serrés, et me mettre dans ma bulle et me dire il faut que ce travail avance, il faut qu'il finisse. Et une fois que j'ai eu fini ce sujet, j'ai continué à avoir cette appétence, cette envie pour l'écriture et pour la réflexion de longue haleine, en réalité plus longue qu'une dissertation, qu'un exposé, qu'un sujet qu'on fait d'une semaine à l'autre. Et au regard de tout ce que j'avais fait dans le cadre de mon master, qui s'appelait à l'époque le master Personne et droit, j'étais fascinée par la personne. En fait, c'était un objet qui ne m'a jamais quittée depuis. C'est un objet d'étude très important, et en particulier par le corps humain. Et aujourd'hui, c'est le corps du vivant qui m'intéresse, mais c'était vraiment le corps et ce rapport à la valeur. Et je pense que là, on retrouve mes études d'économie dans un petit coin. Peut-être une frustration de ne pas avoir fait médecine, je ne sais pas, un mélange de tout ça. Mais en tout cas, j'ai voulu partir sur ce sujet. Et donc, je suis allée voir Grégoire Loiseau, qui avait dirigé mon mémoire, et je lui ai dit, j'ai vraiment envie de travailler sur le prix du corps humain. Alors, le prix du corps humain, il m'a dit, c'est un peu fort comme sujet. Le prix, vous allez peut-être vous attirer des animosités. C'est un parti pris fort dans le titre. Travailler plutôt sur la vénalité du corps humain. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où je lui ai dit, mais en fait, ça va pas la vénalité, ça marche pas pour la deuxième partie. Il m'a dit, oui, c'est vrai que c'est plus le prix. Je dis, bah oui, c'était le sujet de départ. Voilà, donc je suis revenue à mon sujet que je n'ai jamais complètement quitté et qui m'a accompagnée pendant à peu près 6 années, où j'ai eu différents statuts, où j'ai enseigné bien sûr en parallèle. Et puis après avoir commencé à découvrir l'écriture et la recherche, je suis tombée amoureuse de l'enseignement. En fait, ça a été les deux têtes de l'enseignant-chercheur qui oui, les deux qui vont sont pair en réunies. général, effectivement. Oui. Alors juste sur le sujet de thèse, je vais y revenir parce que c'est intéressant. C'est assez rare parce que alors, pour les doctorants qui pourraient regarder le podcast, on commence toujours avec un intitulé de thèse qui n'est jamais celui qui sera l'intitulé définitif, on va toujours le modifier. Ton cas est intéressant parce que du coup, tu avais déjà le bon intitulé, on t'a forcé à le changer, tu es revenu sur le bon intitulé concrètement effectivement de ton sujet, ce qui est assez rare. Donc pour ceux qui ont... C'est possible. Voilà. Alors si on vous a forcé à changer votre intitulé, voilà, ne rentrez pas en conflit avec votre directeur, c'est une Bien très mauvaise sûr. idée. Mais voilà, vous savez que des fois vous partez sur la bonne intuition, effectivement. De toute façon, tout est histoire d'intuition dans la recherche initialement. Oui, puis d'accompagnement, parce que Grégoire Loiseau a été assez fin dans ces choix-là. C'était aussi des choix pour une carrière universitaire éventuelle. À l'époque, c'était pas facile, il me l'a dit, de faire une thèse en droit de la personne et d'avoir la possibilité de poursuivre une carrière universitaire avec ces sujets-là. Aujourd'hui, je pense que les choses ont changé et que ce sont des matières qui s'imposent comme absolument importantes, imminentes dans la réflexion des juristes. Donc, tout à fait, voilà. absolument. C'est un peu comme le droit du numérique, hein, qui est l'objet initial du podcast aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait peu de thèses en droit du numérique, et puis je pense que beaucoup de ceux qui ont fait les premières thèses en droit du numérique ont eu ces échos. Voilà, est-ce que c'est une thèse qualifiable? Est-ce que c'est des sujets porteurs pour la carrière? Aujourd'hui, la question ne se pose plus. On voit le nombre de thèses qui sortent en droit du numérique sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle, sur les données, qui sont des thèses souvent de très grande qualité. Et je
pense que la question se pose effectivement plus, heureusement d'ailleurs. Ouais, heureusement. Bon, le problème du droit des personnes, c'est plutôt après sur les dialogues avec les collègues qui peut être un petit peu tendu, parce que c'est des sujets sociétaux qui créent des tensions. Mais on en reparlera à la fin. D'ailleurs, le pont entre la question du corps humain, de la personne et du droit du numérique, aujourd'hui, c'est vraiment une question d'actualité. On y reviendra juste après. Alors, j'aimerais bien qu'on passe directement en fait à la question principale, ce pourquoi je t'ai proposé effectivement de faire cet épisode. C'est ton ouvrage, Enseigner le droit, donc que je recommande encore une fois vivement à tous nos auditeurs. Pourquoi ? Parce que, et je vais te laisser le présenter bien sûr après, mais c'est vraiment un ouvrage, alors j'aime pas le terme pratico-pratique, mais disons que tu énonce un nombre incalculable d'expérimentations que tu as menées tout au long de ces années d'enseignement. On voit l'évolution d'ailleurs entre les premiers enseignements où tu éprouves les mêmes difficultés que nous tous dans tes premiers enseignements, parce qu'on n'a pas été formés, donc où est-ce qu'on va avec des publics non juristes, juristes. Et à la fin de l'ouvrage, on sent que voilà, la maturité, alors, on n'a jamais fini d'expérimenter, mais concrètement, aujourd'hui, je voyais dans ton bureau le nombre de projets donnés à tes étudiants, voilà, tous ces résultats des expérimentations et des méthodes pédagogiques innovantes. On sent qu'aujourd'hui, tu as quand même une maturité assez poussée sur ces questions-là, et c'est des sujets qu'on aborde très très peu avec les collègues en général dans pas mal d'universités. Je sais qu'avec des collègues, on tente des innovations pédagogiques, mais c'est toujours, on voit ça comme, voilà, on va tenter quelque chose. Toi, tu l'as vraiment intégré dans tes enseignements. Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de cet ouvrage ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais mettre sur papier l'intégralité des expériences que j'ai menées toutes ces années. Est-ce que c'était uniquement pour transmettre aux autres ? Est-ce que c'était parce que tu ressentais un besoin profond de mettre sur papier ces éléments ? Je pense que ça s'inscrit dans la continuité de la création du blog. L'année du Covid, c'est pas un hasard. On était tous enfermés en 2020, courant juin, un peu avant, quand on commençait à retrouver un semblant de liberté. Je me suis dit, il faut que je crée un blog, parce que pendant le Covid, on a beaucoup échangé autour de l'enseignement, plus que d'habitude. Et avec des collègues au sein de mon établissement de rattachement, mais partout en France et aussi à l'étranger. Et je me suis dit, finalement, toutes ces discussions que je qualifie de couloirs, alors un couloir qui peut être numérique aussi, du coup le couloir s'est étendu, parce que j'ai beaucoup de gens que je rencontre par les réseaux sociaux et avec qui j'ai des échanges sur l'enseignement. C'est dommage qu'il n'y ait pas un espace pour les recueillir, les partager. Donc je l'ai fait avec le blog dans un premier temps. Puis après, ce format de blog a évolué parce que j'ai continué à utiliser la réflexion sur l'enseignement comme un sujet de recherche. C'était un peu le gap. Et en travaillant sur mon habilitation à diriger des recherches, j'avais vraiment envie de produire un ouvrage inédit. La synthèse, c'était un exercice que je trouve très intéressant, que je recommande vraiment s'il y a des collègues qui veulent passer leur HDR. C'est très intéressant de faire... Au début, j'ai détesté. Se regarder dans un miroir, voir ce qu'on a fait. On peut avoir cette crainte aussi du narcisse qui revoit son reflet dans l'eau. Là, c'est un peu angoissant. Il y a des personnalités qui s'y accommodent mieux que d'autres, mais moi, pas du tout. C'est refaire le bilan de ce que j'ai fait, puis réécrire sur ce que j'ai déjà écrit. Mais en prenant un fil conducteur et un petit peu de hauteur, et un peu de légèreté aussi, parce qu'il faut se rappeler quand même c'est important ce qu'on fait, mais il faut relativiser aussi. Avec un certain sens critique et de l'humilité, ça a été un bel exercice. Mais à côté de ça, j'avais envie vraiment d'écrire un inédit. Et après avoir cheminé sur plusieurs réflexions, mon garant Emmanuel Geland, un jour m'a dit, tu sais Alicia, tu as beaucoup de travaux maintenant, tu fais plein de choses sur l'enseignement et il est peut-être temps de l'assumer comme un vrai sujet de recherche, d'écriture et d'y aller, parce que tu as vraiment atteint une masse critique d'informations, de liens, d'échanges avec des collègues, d'expériences personnelles, etc. Donc c'est ce coup de pouce qui m'a poussée à assumer pleinement l'enseignement comme un objet de recherche. Et après, c'était presque militant, le terme est un peu fort, mais de se dire, j'ai envie qu'effectivement ça soit un sujet de recherche, que ça soit un sujet qu'on ancre au cœur de nos réflexions, d'avoir une analyse plus critique de nos pratiques quotidiennes, parce que c'est quand même ce qu'on fait beaucoup à l'université, enseigner. Et on se pose peu de questions, ou on se les pose de manière isolée, tout seul face à sa préparation de cours, avec 2-3 collègues de confiance, parce qu'on n'ose pas en parler dans un comité plus étendu, parce qu'on se sent critiqué, jugé. On se dit on n'est pas assez bon pour faire ça, pas assez légitime pour cette matière. Donc c'est pour ça, cet ouvrage, c'était vraiment un appel aux autres, leur dire libérez-vous. Moi j'ai essayé, ça me fait un bien fou, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas enseigner autrement qu'en me disant qu'à chaque fois, il faut que j'essaye de rajouter de l'expérimentation. Il y a des cours qui sont beaucoup plus classiques, mais il y a toujours des ruptures, toujours des petites ruptures. À un moment donné, j'essaye
nouvelle approche. C'est très important aujourd'hui, ça m'aide à... Puis tu disais, j'ai atteint la maturité, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai aujourd'hui suffisamment confiance en moi, et je pense que c'est un point important pour les doctorantes qui nous écoutent. C'est vrai que c'est dur au début, on ne se sent pas légitime, en plus on fait des travaux dirigés pour quelqu'un qui nous a donné une plaquette, et on se dit il faut appliquer. Ça, on en reparlera après sur l'enquête. Mais on ne se sent pas libre, alors qu'en réalité, ça reste le cœur de notre métier d'être libre de notre façon d'enseigner. Et on ne va pas vous critiquer si vous faites des petites expérimentations, des petits essais, dès lors que l'objectif, qui était peut-être de réaliser un commentaire d'arrêt, est atteint. Mais il y a plusieurs façons d'arriver à la rédaction d'un commentaire d'arrêt, même en peinture. Ça peut paraître bizarre, mais je m'expliquerai là-dessus plus tard. Tu nous en parleras, effectivement. Alors, je voulais effectivement te poser la question sur l'enquête que tu as menée au sein de l'université, au sein des universités dans le supérieur, mais en fait, j'aimerais mixer cette question avec celle des exercices juridiques, parce que en fait, tu commences l'ouvrage, d'ailleurs, ça m'avait surpris quand j'ai commencé juste à examiner le sommaire. Tu commences directement par reparler des exercices classiques, donc cas pratique, dissertation, commentaire d'arrêt, commentaire de texte. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, on va parler d'innovation, mais on revient d'abord sur les fondamentaux, j'allais dire, les exercices qui en fait seront toujours là, parce qu'ils sont jugés comme indispensables, et à juste titre dans la majorité des cas. Certains exercices d'ailleurs ont perdu de leur superbe, comme la dissertation, pour des mauvaises raisons. Pourquoi est-ce que tu as choisi de commencer par ça? C'est pourquoi tu veux repartir de ces exercices-là que l'on connaît tous, et est-ce qu'il y a un lien justement avec ces résultats d'enquête? Parce que dans l'ouvrage, vous avez énormément de statistiques, énormément de retours d'étudiants, d'enseignants. Voilà, on a vraiment un sentiment d'avoir un retour concret sur la communauté à la fois scientifique et étudiante. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance dans cette enquête de pouvoir avoir un nombre assez significatif de répondants. Pour des collègues qui sont habitués aux enquêtes, ça leur paraîtra peut-être dérisoire, mais on n'a pas loin de 350 enseignants-chercheurs qui ont répondu. Et quand on connaît l'appétence des enseignants-chercheurs en droit pour répondre à des questionnaires, et l'enquête était longue, d'ailleurs certains collègues me l'ont reproché, m'ont dit on n'a pas le temps de la faire, c'est trop long. Et je l'entends tout à fait. Il fallait, je pense, au moins 10-15 minutes pour répondre à cette enquête de manière large et en répondant à toutes les propositions qui étaient formulées. Et donc, à partir de ce travail-là, ça m'a permis quand même de venir confirmer des intuitions, des impressions qu'on a. Donc, il n'y a pas un apport majeur, mais aussi de mieux mesurer statistiquement des réalités qu'on sent, mais qu'on n'arrivait pas à en mettre en chiffres. Et le fait déjà d'avoir les chiffres, ça permet d'avancer. Et puis peut-être de lever quelques points, dont un que j'évoquais un peu rapidement tout à l'heure, mais qui est vraiment la question du ressenti des doctorants et des doctorantes, avec cette position très particulière à l'université. Je leur fais une place aussi dans l'ouvrage particulière, parce que, en tant que doctorante, moi j'ai beaucoup souffert de cette position, que ça soit à l'université, même au niveau de mes proches. T'es étudiante, t'es professionnelle, qu'est-ce que t'es? Je voyais un échange il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux d'un étudiant qui disait, j'ai eu le malheur d'appeler un titulaire cher collègue, et je me suis pris une salve d'injures presque. Qu'est-ce qu'on est en fait quand on est doctorant et doctorante? On est encore en apprentissage, on a encore une facette étudiant, on paye encore des frais d'inscription à l'université, et en même temps on nourrit intellectuellement des étudiants. Et on est déjà dans une posture d'enseignant professionnel. Oui, les désavantages des étudiants et les désavantages des enseignants. Ou les avantages des deux, Pierre. Ça arrive, voilà. Mais peu souvent. Quand même, voilà. Donc c'est une position très difficile. Et l'enquête me l'a montré avec des phrases assez dures, parce que comme elle était anonyme, les gens pouvaient se libérer plus facilement et dire un certain nombre de choses, en disant par exemple, moi je me contente d'exécuter ce qu'on me demande parce que je suis doctorant, j'ai pas de liberté. Parce que je suis doctorant et que j'ai peur de ne pas avoir de poste. Donc ça, c'est un point qui m'a paru intéressant de mettre en lumière dans le rapport d'enquête que j'avais mené après. L'autre point, c'est qu'effectivement, les universitaires sont attachés à leurs exercices classiques, mais ils sont prêts à en avoir d'autres. Et je pense que c'est ce qui m'a décidé dans le choix de la rédaction de l'ouvrage, dire j'ai pas envie de tout balayer. Je suis pas, et d'ailleurs c'est ce que mon président de jury de thèse a dit, je suis pas une révolutionnaire. Voilà, j'aime bien créer, mais pour moi-même, peut-être que je suis prête à faire une petite révolution personnelle, mais j'ai pas envie de l'imposer aux autres. J'ai pas envie de leur dire, moi j'ai trouvé comment faire, venez on fait comme ça. Parce que déjà c'est pas vrai. Je n'ai pas trouvé la méthode parfaite et je continue à la chercher, et en vrai elle n'existe pas. Et surtout, je crois qu'il faut aussi partir de là où les gens sont à l'aise et progressivement intégrer, faire évoluer.
mais pas à marche rapide. On le voit très bien avec l'approche par compétences. On dit du jour au lendemain, alors pas tant du jour au lendemain, on a laissé du temps, mais on dit aux gens, faites ça. Mais pourquoi? Parce que nous, on faisait autrement, il y avait des choses intéressantes. Et là, vous nous demandez de basculer. Et donc, il peut y avoir un premier réflexe qui est de rejet. D'ailleurs, l'approche par compétences, l'enquête montre qu'il y a quand même encore un quart de personnes qui ne savent même pas ce que c'est. Alors que c'est une approche qui est censée être obligatoirement mise en place pour qu'on ait l'accréditation de nos diplômes. Donc, une fois encore, il faut en tirer des leçons. Comment on veut demander aux gens de mettre en place s'ils n'ont même pas compris ce que c'était? Donc, ces éléments-là ont été intéressants dans l'enquête. Et au début, je m'étais dit, finalement, je pourrais m'arrêter avec ce travail d'enquête et le rapport que j'ai mené, parce qu'il faisait déjà quasiment 80 pages. Ça fait déjà un travail substantiel. Mais j'avais envie d'aller plus loin parce qu'il y avait les exercices. Et ça, c'est le cœur de mon ouvrage qui me passionne le plus et que j'avais envie de transmettre, de partager et puis de voir vivre. Les chiffres, c'est bien, mais en fait, je veux maintenant que les collègues attrapent ces outils-là, en découvrent d'autres, en inventent d'autres et qu'on partage. Ça fait. Alors c'est important de le préciser effectivement dans ton ouvrage, tu ne cherches pas à imposer quoi que ce soit. Pas du tout. Tu es juste force de proposition et au contraire, ce que j'ai trouvé assez agréable en te lisant, c'est cette idée que tu mentionnes certains collègues qui ont d'autres manières d'appréhender le cours, notamment tu mentionnais cette collègue qui préfère effectivement être attachée à ses notes, et alors que toi tu préfères t'en détacher. Si je prends mon exemple personnel, moi ça va juste dépendre du public. Public de licence L1, L2, je préfère rester quand même un minimum attaché à mon fil conducteur parce que je sais que je veux absolument pas les perdre. Là où avec le Master 2 c'est terminé, il n'y a plus aucune note depuis un petit moment et puis on partage nos réflexions et puis on est plus dans la discussion, dû au fait aussi que le public est plus réduit. Mais voilà, tu es toujours force de proposition sans jamais essayer d'imposer quoi que ce soit et tu parles de synergie justement entre des différentes manières d'enseigner. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et tu proposes effectivement des outils. Alors, certains que tu développes plus que d'autres, certains que tu n'as peut-être pas pris le temps, effectivement, par contre, de développer. Et je vais te tirer les verres du Nord off pour savoir exactement ce que tu fais. Mais il y aura une suite. Hein. On réfléchit mais... avec l'éditrice s'il faut faire un tome 2 ou augmenter. Mais le but de cet ouvrage, c'est aussi de le faire grossir ou de lui donner un petit frère, une petite sœur, au fur et à mesure des rencontres que va provoquer la première parution. Et maintenant, j'ai aussi envie de mettre en lumière mes autres collègues. Je le fais un peu, je l'ai fait dans cet ouvrage, mais j'ai envie de le faire encore plus, parce que c'est ça qui va nous nourrir, c'est la collectivité. Tu as cité Maxime, d'ailleurs, Maxime Lassalle dans l'ouvrage, à qui j'ai envoyé tout de suite la photo et un petit message. Ça lui a fait plaisir, qui est porté aussi sur l'innovation pédagogique. Et qui sera un des invités du podcast aussi à l'occasion. Belle transition. Comme quoi, on peut faire ça son auto-promo. Et oui, sur la question de ces outils-là, donc tu en développes certains plus que d'autres. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples un petit peu des... Bon, je ne dirais pas ça des outils principaux, mais voilà, qu'est-ce qui te semble aujourd'hui le plus pertinent, en tout cas en fonction du contexte, parce que tu fais beaucoup la distinction entre juristes et non-juristes, tout en expliquant que tu utilises les mêmes outils, mais juste pas forcément de la même manière, avec la même intensité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, parce que c'est quand même aussi le cœur de l'ouvrage. Peut-être pour revenir sur ce point-là, dans la construction finalement de l'ouvrage, j'ai choisi un fil qui est chronologique, alors ça peut paraître un peu narcissique, mais alors j'ai longuement réfléchi, c'est compliqué. Et c'est la réalité de ma pratique expérimentale, c'est-à-dire que c'est un fil de vie. C'est ce qui correspondait le plus. En réalité, c'est plutôt une forme d'humilité. Parce que quand j'ai commencé à créer une boîte à outils, au début, je voulais vraiment un livre qui soit une boîte à outils. Et en écrivant cela, c'était très difficile parce qu'il y avait des expériences qui, si on rangeait par compétences, par exemple, il y a plein de croisements. Donc, on peut lire ce livre comme une histoire de vie et on partage, on prend, on quitte, on sort du chemin, voilà. Ou on peut le prendre par l'index et aller chercher les outils en se disant « Ah bah tiens, moi j'essaierais bien, j'ai un cours où je dois mettre en avant la parole, comment je le fais ?» Donc ça, c'est un premier point de la construction de l'ouvrage. Et dans cette construction, je montre bien que ce sont les non-juristes qui m'ont vraiment permis d'avoir un déclic et de travailler sur une approche plus innovante du droit, d'enseignement du droit. Et quand j'ai discuté avec beaucoup de collègues qui enseignent dans des filières, dans des formations, dans des IUT, qui enseignent en école de commerce, qui enseignent en AES, et moi c'est mes débuts en AES aussi qui m'ont beaucoup formée, on a tous le même constat. Dans ces cursus-là, puisqu'on ne va pas former des juristes de métier, il y en a certains qui se révéleront peut-être, mais on se dit qu'il faut développer des réflexes. Et ces réflexes-là, ils sont plus importants qu'une connaissance exhaustive, si tant est qu'elle puisse l'être. Et donc, on va se concentrer sur comment aller vers ces réflexes. Et c'est ça qui va nourrir une approche plus expérimentale. Et il y a beaucoup de collègues qui font de l'expérimentation, qui sont passés
par de l'enseignement non juriste. Oui. Donc ça, c'est aussi un point intéressant pour les doctorants et doctorantes Tout à fait, dans leur choix. C'est quasiment une obligation en fait au bout d'un moment. On se sent obligé d'innover dû au fait que de toute façon l'enseignement tel qu'on l'avait pensé pour les juristes ne va pas fonctionner puisqu'ils n'ont pas d'intérêt de toute façon à la matière par principe puisque c'est pas ça qui va les aider dans leur travail. Enfin, en tout cas ils pensent que ça ne va pas les aider. Et nos cours on va dire si je prends l'exemple d'un cours hyper technique juridique pour former des avocats, des juristes spécialisés, n'a pas vraiment de sens en soi. Tout à fait. Et tu vois, justement, avec ce type de profil-là, on va travailler sur des approches par projet. Moi, j'ai commencé par vraiment développer l'approche par projet avec des non-juristes. Parce que si le matin, tu arrives en leur disant « Ce soir, on crée une entreprise et vous avez telle contrainte et tenez, je vous donne la carte bleue, mais pour tel montant. Est-ce que vous faites du conseil, du contentieux ou est-ce que vous... » Dès que tu rentres là-dedans, tu les embarques. Et en fait, tu fais du droit sans arrêt tout au long de la journée. Alors après, ça demande une certaine énergie. Ouais, voilà, une bonne organisation, des temps où tu t'arrêtes pour transmettre du commun. Ça, peut-être que j'en parle dans le livre, mais j'en profite pour vraiment insister là-dessus. C'est que souvent, il y a des collègues qui vont se dire « Ah oui, mais finalement, tu interagis avec tel groupe sur telle réflexion. Et puis, comment tu fais pour avoir du commun pour l'ensemble du groupe ?» Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut prévoir des temps où on s'arrête. Là, tout le monde, prenez votre ordi, prenez de quoi noter. On prend 10 minutes et on rebascule carrément sur de la dictée presque, sur un temps très descendant. Donc j'ai toujours du descendant dans mon cours, j'ai toujours des méthodes presque, je vais dire ancestrales, peut-être pas, mais quasi. Voilà. Transmission simple, efficace une transmission aussi. simple, voilà. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de ruptures. Et donc l'approche par projet, elle est très intéressante. Et là, tu peux l'utiliser pour les non-juristes. Alors après, sur les outils, pour répondre à ta question sur les outils, évidemment, dans le livre, il y en a plein, donc je ne vais pas pouvoir tous les synthétiser. Pour discuter aujourd'hui, j'ai réfléchi, et c'est très dur. Hein. C'est la pire des questions que tu m'as posées, celle-là. Oui, c'est vrai. Mais déjà, tu as un bel exemple ici, tu vas nous en parler. Alors, aussi, j'ai ramené mes petits Legos, je vais vous en parler, évidemment. Mais le premier outil, c'est lire, par exemple, du Josserand. Ah, tu vas me dire, merci, j'ai bien fait de me déplacer jusqu'à toi pour que tu me dises ça. Les doctorants sont ravis de... Voilà, les doctorants sont ravis, mais il faut faire lire du Josserand. C'est pas lire soi-même du Josserand, c'est faire lire du Josserand. Parce que ça vous fait travailler, on va sur Gallica ensemble. Qu'est-ce que c'est Gallica? Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers incroyable? On le fait, moi je l'ai fait en master, et je l'ai fait pendant le Covid la première fois. Parce que justement, on était à distance, donc il fallait trouver des activités à faire à distance. Puis je l'ai continué à le faire en séance, faire lire les gens. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit? Rien d'autre. On pose son téléphone, je suis avec eux, je me balade, on échange, on prend du temps. C'est une journée de 7 heures, par exemple, de cours. C'est des blocs. En master, on peut avoir des blocs comme ça, 3-4 heures, 7 heures, ça dépend des formations. Mais en tout cas, une journée où on a beaucoup d'heures de cours, on ne sacrifie pas ce temps. C'est un temps de qualité d'apprendre à lire ensemble. Parce qu'on dit aux étudiants, il faut savoir lire à la fac. Mais qui a déjà passé en licence? Et moi, la première, c'est très difficile de passer du temps à côté d'un étudiant et voir comment il lit. Ça veut dire quoi, lire? Est-ce qu'il prend des notes? Donc là, je leur demande une lecture avec des objectifs, des mots-clés, des questions, etc. Et c'est là, sur cet exercice quand même très sommaire, ma première vue, que j'ai eu des très belles discussions, notamment sur l'utilisation du jeu dans les écrits des juristes, puisque Josserand utilise le jeu dans sa théorie du risque. Et les étudiants m'ont dit « Mais il utilise le jeu, madame, c'est intéressant. » Donc grâce à eux, après, j'ai fait tout un article de 15 pages sur le jeu. Voilà. Donc tu vois, déjà, il y a des exercices qu'on peut intégrer, qui sont faciles à animer, qui ne mettent pas une angoisse sur l'enseignant, et qui finalement sont les faire rentrer dans notre thèse à nous, partager un savoir qu'on a tous et toutes quand on a fait des études, même pas un doctorat, comme pour les professionnels qui éventuellement nous écouteraient ou liraient l'ouvrage. Évidemment que les avocats, les magistrats, tous les praticiens du droit lisent. Mais comment ils font pour lire concrètement? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, dans les exercices que j'adore faire, c'est écrire. Mais écrire des choses particulières, des choses ambitieuses. Je demande beaucoup à mes étudiants. En fait, je les estime énormément intellectuellement. Et ça marche. En licence 3, par exemple, je leur fais écrire la loi. Je leur fais écrire des textes, des propositions, des projets de loi. Déjà, on rediscute. J'ai plutôt une formation de droit privé, mais le temps passant, ce cloisonnement a tendance à sauter dans mes enseignements, puisque j'enseigne notamment les libertés fondamentales, donc forcément. Et là, donc, par exemple, ça va être un cours où je vais leur dire, vous devez, par exemple, tout le monde doit rédiger pour que la gestation pour autrui soit admise demain en droit français. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Ce qui m'intéresse, c'est donc plus le débat pour ou contre la GPA à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? J'étais contre la GPA, mais je suis obligée d'inscrire cette permission dans la loi, donc comment je le fais? De manière plus libérale ou au contraire très fermée, très serrée, les critères? Et là, ça devient absolument passionnant, parce que les étudiants doivent s'interroger sur tous les mots qu'ils vont employer.
Et s'ils ne le font pas, moi, en séance de TD avec eux, je le fais. Pourquoi vous avez utilisé mère porteuse? Pourquoi pas gestatrice? Qu'est-ce que ça dit? Et ça fonctionne très bien pour toutes les matières. J'en suis convaincue, tu peux travailler aussi bien en droit des affaires, en droit fiscal, en droit du travail, même en droit public, évidemment, sur des textes pointus, sur un texte constitutionnel. Enfin, c'est un exercice extrêmement puissant où, et je pense qu'il y a des gens sceptiques qui m'écoutent, qui se disent « Oui, mais comment c'est dur, comment tu… » Je peux vous assurer que là, ils ne bougent pas. Parce qu'ils se sentent investis d'une mission. Ils doivent rédiger un projet, alors ils sont contents, ils mettent député avec leur nom, sénateur, etc. Ah oui, c'est vraiment la forme. Oui, ils font vraiment la forme, tout. Voilà. Et donc depuis l'IA, on en reparlera tout à l'heure. Oui, mais justement, j'allais faire une transition, une parenthèse avant de revenir à l'IA plus tard. Tu le dis dans l'ouvrage, c'est intéressant, c'est qu'ils ont changé certains vont l'utiliser maintenant, et du coup tu leur fais commenter la rédaction en fait par intelligence artificielle. C'est bien ça, sur la question de mère porteuse, l'IA va utiliser le terme par exemple. En fait, je pars du principe que tout ce qui est fait à la maison aujourd'hui peut potentiellement être fait avec l'IA. Probablement. Pour se rendre compte, je crois que je le rappelle dans l'ouvrage, mais quand j'ai fait le test l'année dernière sur 3 groupes de TD, d'une vingtaine d'étudiants en moyenne, 3 seulement ont levé la main en me disant on ne l'a pas utilisé. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de note, on est dans un rapport de confiance, donc ils n'ont pas intérêt à me mentir. Et c'était à chaque fois le même ratio, 2-3, c'était intéressant. La plupart ont dit je l'ai utilisé soit pour corriger les fautes, soit pour mettre en forme, parce que c'est pénible, la mise en forme d'un texte de loi quand même. Soit pour juste, dès le départ, parce que j'avais aucune idée de comment faire. Mais au final, tout le monde rend quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Mais ça déplace ton travail et ton accompagnement. Et donc là, évidemment, avec l'IA, les exercices d'écriture, ils deviennent absolument passionnants. Sur les autres outils que je voudrais partager rapidement aujourd'hui, y a évidemment les Lego. Alors les Lego, j'ai un petit affect particulier parce que ça fait partie des premières choses vraiment disruptives. J'aime pas trop le terme, mais qui fait peur à tout le monde. C'est-à-dire à mes collègues qui me voient me balader dans le couloir avec mes sacs de Lego, au responsable de la formation qui m'a autorisé la première fois à faire ça en me disant « Ok, vas-y », mais je lui dis « Promis, c'est que 1 heure sur les 15 heures, voilà, ce sera pas long et tu vas voir, je vais essayer. » Tu en avais parlé au responsable de formation? Oui, j'en ai parlé en lui disant je vais travailler avec les Lego, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je trouvais que c'était intéressant en fait d'avoir cet échange-là. Est-ce que s'il m'avait dit ah non, le fais pas, j'y serais allée quand même? L'histoire ne le dit pas. J'ai une petite idée de la réponse, mais voilà, en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de s'inscrire dans un dialogue constructif. Et souvent, d'ailleurs, c'est un des points de l'enquête et aussi de l'aspect qualitatif de l'enquête, des entretiens que j'ai menés en parallèle, où des collègues disent là j'ai fait parce que j'avais l'accord du responsable, et là j'ai pas fait parce que c'est pas ma formation, parce que je suis pas très alignée avec le responsable de la formation, donc j'ose pas. C'est souvent un critère qui limite. Donc les Lego, j'ai ramené avec moi parce que c'est le seul Lego que je démonte pas. Parce que je vous rassure, tu parlais de mon bureau tout à l'heure, mais il n'est pas rempli de Lego. Il le serait depuis le temps, puisque ça fait 8 ans que j'ai essayé les Lego pour la première fois avec les étudiants. J'ai gardé uniquement celui-là parce que c'est la question prioritaire de constitutionnalité et qu'elle est vraiment très très belle, très bien faite, très pertinente. Et que je me souviens encore, et j'ai essayé de le décrire dans le livre, de me souvenir le plus justement de leurs échanges, comment ils travaillaient. Je choisis cette petite pièce ici parce qu'il y a des obstacles. Le juge de première instance, il va déjà exercer un filtre, et puis ensuite, il y a la Cour de cassation, le Conseil d'État, le renvoi. Toute la circulation a été mise en place jusqu'aux conséquences de la décision possible par les étudiants dans ce modèle Lego. Et donc, ils l'ont utilisé un peu comme un gros schéma, mais un schéma collaboratif dans lequel il y a moins de rapports de force, où chacun peut poser sa pierre à l'édifice, alors que quand on a un qui prend le stylo, c'est pas le même lien. Et donc, les Lego, c'est vraiment très intéressant pour ça, pour synthétiser. Je trouve que c'est vraiment des apports utiles. Synthétiser des points de cours, dialoguer, co-construire, c'est un outil qui est très intéressant. Et je l'avoue, c'est parce que moi, j'adore les Lego, en fait. Et c'est parce que j'ai retrouvé ma boîte de Lego enfant que je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas les intégrer à la fac voilà. Donc, c'est parti d'une singularité, et tu l'as compris, je pense, dans le livre, c'est ce que je plaide, pour que chacun assume sa singularité et apporte, en fait, ce qui le nourrit à l'extérieur du droit et de la fac de droit dans ses enseignements. Parce que c'est là qu'on est le plus juste. Donc il y a plein de gens qui me disent oui, c'est sympa les Lego, mais moi j'oserais jamais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et moi je suis plus jeu vidéo, donc effectivement j'expérimente avec le jeu vidéo, et j'étais ravi de savoir que des collègues canadiens. Eh bien oui, il faut que vous rentriez en dialogue. Exactement, le font aussi. J'ai téléchargé le jeu vidéo sur la Cour suprême effectivement du Canada. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais je trouve ça génial comme initiative. Mais oui, ça peut faire peur de se dire est-ce que je serais capable d'animer ça, est-ce que je serais capable de l'expliquer? Mais justement, l'idée de ton ouvrage, c'est pas de dire voilà, cet
cet outil, il faut l'utiliser. C'est de dire, voilà à quoi j'ai pensé, voilà les bénéfices. Donc si j'ai bien compris, c'est l'idée que eux, ça leur permet évidemment de mieux ancrer l'information, mais ça te permet aussi de voir s'ils ont bien compris. En fait, c'est aussi les deux. Oui. De faire travailler en groupe, voilà, il y a énormément de bénéfices effectivement à faire travailler avec ça. Juste petite question, à quel public avec tous les publics tu utilises ça Alors tout niveau, ça peut aller de la L1 au Master 2, sachant que plus ils sont nouveaux dans les études de droit, plus ils sont ouverts à l'expérience. Et le scepticisme arrive à mesure des années, voilà, qui est lié au fait d'avoir pris l'habitude de fonctionner, de se demander pourquoi on fait ça. Dans l'ouvrage, j'explique aussi qu'il y a des étudiants qui sont des étudiants brillants, qui sont en difficulté face à ce type de méthode, parce qu'ils ne comprennent pas où je veux les emmener, ils ne comprennent pas ce que ça apporte de plus, parce qu'eux, ils ont, pas naturellement, mais en tout cas, ils ont réussi à comprendre les codes de l'université assez rapidement et les attentes intellectuelles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En revanche, il y a des étudiants qui sont en décrochage, qui ont besoin de plus de concret, qui ont besoin de plus de légèreté. Et eux, ça les aide beaucoup, en fait, à s'ancrer dans le réel, à se déstresser aussi, parce que j'en parlerai aussi avec la peinture. Mais tu vois, ce sont des outils qui permettent de se poser. En fait, on fait quelque chose avec ses mains, donc on ne fait plus quelque chose avec son ordi, son téléphone, voilà, et on est ensemble vraiment. Et ce fait même, c'est montré par les neurosciences, le simple fait déjà d'être face à quelque chose qui te fait plaisir, qui t'apaise, où il n'y a pas d'enjeu de notation, il n'y a pas d'exigence, ça te met dans une posture qui est plus agréable et plus ouverte à l'apprentissage au final. Tout à fait. Ça, c'est une des craintes que j'ai sur certaines expérimentations et que peut-être que certains collègues ont en regardant cet épisode, c'est justement le fait qu'aucun outil n'est parfait pour tout le monde, pour tous les étudiants. Et c'est vrai qu'il y a des choses paradoxalement que je pourrais mettre en place, et je sais que ça va plaire à certains, et moi je me visualise avec d'autres outils, je me dis mais moi j'aurais été étudiant, on m'aurait demandé ça, je sais que j'aurais pas apprécié. Parce que par exemple je sais que le jeu de rôle c'est des choses que j'ai envie de mettre en place par exemple, parce que je sais que c'est un outil qui est très puissant, et à mon sens on peut apprendre pas mal de choses avec. Mais je sais que certains étudiants vont être très réfractaires parce que ce n'est pas, comme les Lego, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont aimer pratiquer dans leur quotidien, dans leur vie personnelle. Donc c'est un frein. Est-ce que tu pourrais me donner ton regard sur la question ? Est-ce que c'est un frein pour toi ? Est-ce qu'au contraire, comment tu manages justement la question de la disparité d'appréciation par les étudiants ? C'est pas du tout un frein, c'est une acceptation préalable. C'est-à-dire que rien n'est consensuel. Oui. T'as pas 100%. Le cours descendant, il plaît, magistral, il plaît à un certain nombre d'étudiants, que ça rassure et que ça conforte. C'est d'ailleurs, ils adorent avoir des plans très précis. Et moi-même, je m'impose de leur donner des plans très précis. Je les regarde en disant, comme vous aimez bien un plan, je vais vous dire le grand temps. Voilà, et c'est un jeu entre nous. C'est-à-dire que je sais qu'intellectuellement, ils en ont besoin. Il y a aussi des étudiants qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles 10, pour qui c'est important d'avoir une structure très claire pour pouvoir suivre. Si on fait un cours plus socratique, ils vont complètement décrocher, ça peut arriver. S'ils perdent le fil avec une question, ils ne pourront pas se raccrocher au wagon. Et j'ai eu l'expérience, j'ai un étudiant qui est venu me voir à la fin du cours en me disant « Vous voyez, madame, typiquement là, moi avec mon trouble 10, j'arrive pas à suivre un cours comme ça. » Donc tu ne peux pas être dans du 100%. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la rupture en permanence. Alors ça ne va pas plaire. Parce que ça veut dire qu'il faut préparer sa feuille de route en se disant « Ce cours-là, je vais utiliser tel outil, celui-là, tel autre, et faire des alternances avec du descendant et des outils de rupture. » Quand tu fais ça, tu arrives à une forme de satisfaction collective. Parce que si je faisais des Legos toutes les semaines avec les étudiants, au bout d'un moment, ils se diraient elle nous saoule avec ses Legos. Enfin voilà. Il y en a, et puis ça deviendrait un jeu, plus qu'un jeu. Ce ne serait pas un jeu sérieux, ça serait plus qu'un amusement. Et il n'y aurait plus l'effet de surprise, qui est très très important dans l'engagement étudiant. Parce qu'il ne faut pas obliger que tout ça aussi, je le fais pour engager les étudiants avant tout. C'est ça qui m'intéresse. Donc l'engagement, il vient parce qu'il y a la surprise. Et donc tu dois créer des surprises différentes. Ton cours, c'est un moment, mais c'est ton moment. Je ne peux pas, et pas au sens narcissique, au sens où c'est l'essence même, à mon avis, de nos métiers, c'est que le cours de Pierre, c'est pas le cours d'Alicia, et c'est pour ça qu'on y vient, parce que sinon on lit un bouquin, il y a des très bons bouquins. Oui. Voilà, c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante. Oui, mais j'ai envie d'aller voir des gens et j'ai envie qu'il y ait des rencontres. Donc il faut accepter que tu ne peux pas fédérer tout le monde, tu ne peux pas embarquer tout le monde à la fois, mais en même temps pas négliger. Alors attention avec des cours par exemple où tu es en extérieur, où tu te déplaces. Il faut penser aux gens qui ont des problèmes cognitifs mais aussi auditifs. Parce que si tu as un étudiant qui est malentendant, c'est compliqué pour lui de faire cours en extérieur. Les autres, ça va les amuser et tout ça, mais ça va changer, ça va créer une rupture. Donc il faut penser à ces détails-là qui n'en sont pas pour l'étudiant et qui peuvent le paraître pour l'enseignant sur le coup en se disant bon, j'en ai un qui n'entend pas bien, mais non, mais un c'est déjà trop, il faut penser à lui.
Voilà, Bien donc sûr. il faut à ce moment-là envisager peut-être de lui dire de venir se mettre plus près de toi quand tu vas faire un déplacement. Si tu vas faire un cours au palais de justice, aussi penser à des conditions, à un moment sonore où il y a des espaces plus calmes. Tout ça se Sûr. prépare. Mais pas si chronophage parce que tu le fais une première fois. Oui, voilà. Et après, tu prends des réflexes, des habitudes, Mm. tu intègres des choses dans son cours. C'est peut-être ça la maturité dont tu parlais Oui, tout c'est à ça. l'heure. L'expérience. C'est l'expérience. En Bien fait, sûr. tu l'as fait. Et c'est aussi ça que j'avais envie de partager. Mm. Pour dire à des collègues, par exemple, la micro-pause cognitive, faire 5 minutes de pause, c'est pas une intuition, c'est pas quelque chose d'évident. Tu te dis pas, tiens, je m'arrête 5 minutes. Mais pourtant, c'est formidable. Et pour C'est toi, essentiel. et pour l'auditoire, c'est vraiment très, très utile. D'accord. Donc, il y a des outils qui sont comme ça un peu étonnants. Et puis, tu parlais, alors ça, c'est très important du jeu de rôle. Les Lego, la peinture aussi, qu'on découvrira dans l'ouvrage, à laquelle je suis venue dans les cours, pas parce que moi j'ai une appétence pour la peinture, mais parce que j'ai fait une rencontre d'une personne qui est cette traductrice entre le monde de l'art et du droit, parce qu'elle est juriste et elle est aussi peintre. Et donc cette double casquette fait qu'on a pu dialoguer et intégrer avec tout un protocole très réfléchi de dialogue entre les codes de la peinture. Tu n'arrives pas juste avec les pots de peinture et tu dis dessiner, ça ne marche pas. En fait, c'est conceptualisé avec 2 personnes, 3 personnes, et ça, c'est extrêmement puissant. Si toi-même, et parce qu'il y a des collègues qui vont m'entendre, mais moi, je ne suis pas créative, je n'ai pas d'idée, tu me donnes une page blanche, je ne sais pas quoi faire, mais très bien, va chercher vers les autres. Et en fait, c'est ce croisement de dialogue et d'échange, et en fait, ce n'est pas vrai, on a tous quelque chose à dire. Oui. En vrai, on a tous une forme de créativité en nous. Pas le même mode d'expression. Exactement, voilà, il faut l'identifier. Mais le jeu de rôle, pour en finir sur ta question sur les outils, c'est effectivement un outil extrêmement puissant. Tu peux, si toi, tu es à l'aise avec ça en tant qu'enseignant, tu peux toi-même jouer des rôles. Moi, ça m'arrive en amphithéâtre, première année, parce que tu as des collègues qui disent « Oui, mais l'amphithéâtre de première année, c'est génial, il faut garder des grands amphithéâtres, c'est une scène. » Alors, si c'est une scène, allons-y, assumons. C'est une scène. Donc, j'arrive sur la scène et puis je leur dis « Aujourd'hui, je ne suis pas votre enseignante, je suis l'associée du cabinet dans lequel vous travaillez. Et voilà ce qu'on va faire, voilà nos cas, voilà nos clients. » Et je leur raconte les histoires. Parfois, je joue les clients, ça dépend de mon humeur et de mon énergie. Voilà. Donc, je peux jouer les clients avec le côté un peu bazar du client qui sort des tas de choses et il faut trier. Dès la première année, en fait. Tu vois, c'est les premiers cours, tu arrives et tu as une prof qui te fait ça. C'est un peu genre, mais comment on prend ? Et ben, tu travailles l'écriture, tu travailles l'écoute, tu travailles la synthèse, tout ça en 15 minutes. Et ensuite, toi, tu peux reprendre ta robe de prof. Parfois, d'ailleurs, je le fais vraiment. Tu disais, je prends ma robe d'avocat et ensuite robe de prof. Je vais vraiment avec mes robes. Et je leur dis, voilà, maintenant, je suis de nouveau votre enseignante. Et comment on résout ce problème ? Comment on raisonne ? Syllogisme juridique. Pareil, tu peux rebasculer sur de la dictée pour que tout ton public ait la même information au même moment. Parce que tu les as captés, parce qu'ils ont un rôle à jouer, parce qu'ils doivent aller défendre un client. Puis il y en a même un jour qui m'a dit « Mais on va vraiment le défendre cet après-midi, madame le client ?» Voilà, parce qu'ils étaient pris dans le jeu. Donc toi, tu peux jouer carrément ce rôle. Si tu le sens, parce qu'il y a aussi des collègues qui vont me dire « Non, mais moi, je ne peux pas faire ça. » Ben, le fais pas. Oui, bien sûr, oui. Mais tu peux mettre les étudiants en scène, et il y en a plein qui adorent le faire. Donc ça ne va pas les forcer, ça ne va pas les bouger. Tu peux leur donner des petits scénarios d'une semaine sur l'autre. Tu commences ton cours, même magistral, 400, 500 étudiants. Tu trouves 2 micros et puis ils se font un dialogue entre eux. Voilà un avant-contrat. Quel est l'avant-contrat ? Promesse, pacte de préférence, vous avez reconnu. Et pendant toute la séance, tu remobilises en disant « Vous vous souvenez, votre camarade, quand il a joué tel truc ?» Ça, c'est vraiment intéressant. Et jusqu'à aller plus loin, quand tu as des plus petits effectifs, où là, tu peux carrément, avec les masters, c'est intéressant, en responsabilité civile, par exemple, je leur demande eux-mêmes de créer leur cas pratique, de jouer les scènes. Et après, le reste de l'auditoire doit analyser la scène qui est jouée. Donc, tu as le double travail qui est fait, à la fois de concevoir ton cas, ta situation, jouer, prise de parole, enfin voilà, tu as plein de compétences qui sont déployées. Et puis là, cette année, j'ai eu la grande chance de pouvoir créer un cours de théâtre et droit. Alors ça, c'est encore un autre volet. C'est le niveau du dessus. Ouais, et ça, c'est formidable, parce que là, le droit est devenu l'objet du théâtre et du jeu, et donc c'est un processus expérimental qui est lié à ma double appétence pour le droit et le théâtre. Là, c'est vraiment pleinement assumé. Je dis souvent aux étudiants, il y en a une qui m'a dit, c'est la formation je rêverais faire parce que je n'arrive pas à choisir entre le droit et le théâtre. Je dis, c'était tout mon problème à 20 ans. Et donc, j'ai créé ce que j'aurais aimé avoir. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ouais. Effectivement, d'accord. Ouais, on pourra en parler des heures, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Puis, je ne sais pas si il faut que je dise trop d'éléments du livre. Faut pas qu'on spoil tout. J'avais adoré, c'est anecdotique, mais c'est partie de ces choses qui simples à mettre en place et qui mettent énormément
de punch comme ça. C'était ce moment où tu les fais jouer une négociation contractuelle et puis tu fais passer un petit mot en scred à un des étudiants, tu leur dis juste de sortir de la pièce, de rien dire pour leur faire vivre une rupture des pourparlers. Et j'ai trouvé ça génial parce que à ce moment-là, c'est cette mélange d'incompréhension et puis d'un coup de compréhension parce que tu dis ah mais c'est ça, d'accord, C'est ça la brutalité. c'est ça la brutalité, c'est donc ça. Bah oui, parce que la phase précontractuelle, c'est extrêmement abstrait. Bah, oui. Quand tu n'as jamais vécu ça, voilà, moi, en fait, à ce moment-là de ma carrière, j'avais été un petit peu en cabinet d'avocat avant d'avoir mon poste de maître de conférence. Et c'est vrai que j'avais eu une vision pratique de ces éléments. J'avais vécu certaines situations et j'ai eu envie de les intégrer, pas simplement de leur raconter, de leur faire vivre. Et j'avoue que ça, tu vois, quand je l'écris dans le livre, c'est les moments où je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y a personne dans la pièce avec moi, pas pour réaliser à quel point c'est génial, mais pour avoir ce que j'ai ressenti de plaisir et de satisfaction d'avoir des étudiants qui te regardent en disant oh, c'est ça, et puis enfin, voilà, c'est le moment de grâce, quoi. Tu me fais le lien avec la pratique, parce qu'effectivement, à un moment donné, on forme quand même des praticiens, même si on dispense de la théorie, l'objectif c'est quand même de former des futurs professionnels. Et il y a un outil qui est présent dans beaucoup de facultés, donc on parle d'innovation pédagogique, mais on peut utiliser les outils à disposition. Et je pense notamment à la clinique de droit, parce qu'il y a une clinique de droit sur ton campus dont tu es responsable, si je ne dis pas de bêtises. En quoi ça consiste ce dispositif de la clinique ? Comment est-ce que tu l'as agencé ? Comment est-ce que tu l'utilises justement dans cette idée d'innovation ? Alors les cliniques, il y en a beaucoup et de sortes très différentes. Dans l'ouvrage, vous pouvez retrouver plusieurs références et puis il y a aussi une plateforme qui recense les cliniques francophones. Donc ça donne déjà une bonne idée et on voit la disparité des approches derrière le terme clinique, qui à l'origine était plutôt construit comme finalement faire venir des clients, des personnes qui sont en difficulté dans l'université, chapeautées par un avocat. C'était plutôt pensé comme ça à la clinique. C'était du conseil juridique, organisé, encadré, supervisé. Et aujourd'hui, il y a une grande disparité d'approches dites cliniques. Et donc ici, on a développé 3 temps qui sont liés aux années. La première année, c'est une équipe d'avocats bien dynamique qui viennent avec des dossiers caviardés, qui font travailler les étudiants sur les actes, ils les font jusqu'à plaider. Voilà. Donc c'est découvrir la vie d'un cabinet. Ils ne seront pas forcément tous en stage en première année en cabinet, mais le cabinet vient à eux d'une certaine façon. Et c'est un cours avec des ECTS. En deuxième année, on travaille plutôt sur l'écriture. Ça, c'est notre compétence. Écrire peut-être une approche plus conseil du droit, c'est-à-dire comprendre dans la phase contractuelle, par exemple, au premier semestre, comment est écrit un contrat, pourquoi on utilise ces termes. Et là, j'ai même fait rajouter un cours de français avant de commencer le cours de droit des cliniques contrat. C'est-à-dire avec une des personnes avec qui on travaille, qui est spécialisée dans l'accompagnement aussi des troubles 10. Et c'est une personne qui a cette casquette et cette connaissance de la langue française pour leur montrer que c'est une question générale et qui est encore plus précise et pointue avec le droit. Voilà. Et en troisième année, là, c'est une approche par projet. On décloisonne tout. On crée une entreprise au premier semestre et on crée une association ou un projet associatif à visée plus humanitaire, souvent avec des enjeux de cette nature. Et cette année, on a un petit peu travaillé autrement parce que je ne voulais pas que l'entreprise soit toujours la caricature du capitalisme et puis l'association, c'est le monde du bien. Mais je ne voulais pas qu'il y ait toujours ce côté clivant parce que ce n'est pas vrai dans la réalité des faits. Il y a des approches et des entreprises qui ont des formes originales, intéressantes, qui ont une vocation importante pour le social. Donc on travaille sur ces approches-là avec des intervenants qui viennent de l'extérieur et des étudiants qui vont faire une présentation de leur projet comme s'ils cherchaient à être financés. D'accord. Et donc là, moi, je leur dis, je tiens la carte bleue, il faut me convaincre. Levée de fonds. C'est ça. D'accord, ok. Et c'est les étudiants qui vont, du coup, ils commencent en L1 et tu les suis avec cette clinique. J'imagine qu'en général, ils restent jusqu'au bout du cursus. Elle est obligatoire pour tous les étudiants de licence DCJ chez nous. C'est pas une option. D'accord. C'est une option, au sens, c'est une petite ce qu'on appelle les petites matières, voilà, mais qui n'en sont pas des petites matières. Mais c'est obligatoire pour tous les étudiants de la formation généraliste en droit. Et les étudiants qui sont en licence européenne, qui ont plus de langues, eux vont suivre une clinique en langue étrangère. D'accord. Obligatoire aussi. Ouais, donc on a réussi à intégrer la clinique dans les enseignements obligatoires, ce qui est une victoire et ce qui n'est pas le cas de tous les établissements. C'est même rare, je pense. Ouais. C'est vraiment génial d'avoir fait ça, effectivement. Alors je vais changer de sujet tout autre. Le temps des films, c'est important qu'on y vienne. Alors ton ouvrage n'est pas centré sur l'intelligence artificielle, tu lui consacres la fin de ton ouvrage et tu as des réflexions extrêmement pertinentes à ce sujet-là, mais
c'est important quand même de le préciser, ce n'est pas un ouvrage sur l'enseignement à l'ère de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Mais c'est quand même important qu'on en discute puisque tu as subi 2 ruptures, j'allais dire, dans la pédagogie. C'était le Covid, bien sûr, dont tu constates qu'au final, ce n'est pas une rupture si incroyable que ça. Et évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui en est une véritable, puisqu'on on a passé un cap à des étudiants qui font rédiger leurs devoirs par une entité numérique. Donc, il y a un changement de paradigme ici. Quelle est ta position? Comment est-ce que tu abordes cette irruption de l'intelligence artificielle, à la fois ton constat à l'université, mais aussi par rapport à ce que tes méthodes à toi, est-ce que ça change quelque chose par rapport à ta manière d'enseigner, par rapport aux outils que tu utilises? Avant le Covid, j'avais déjà commencé à expérimenter, beaucoup. Et quand le Covid est arrivé, je me suis dit, chouette, on va tous expérimenter ensemble. Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et surtout, on est retourné après dans nos amphis, chacun de notre côté, et la vie a repris d'une certaine façon, comme elle avait été avant d'être interrompue. Le vrai changement, la vraie rupture, c'est l'introduction de l'IA. Moi, j'avais eu la chance dans un groupe de travail qui est d'ailleurs essentiel pour mon travail. Je loue chaque minute d'avoir intégré ce groupe de travail que je vais rejoindre cet après-midi d'ailleurs, tu vois, c'est hasard du calendrier, qui est l'Oudrepo, où on travaille beaucoup sur l'écriture, sur les mots. C'est l'ouvroir de droit potentiel et qui en fait dans le courant de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, on joue avec les mots du droit comme les littéraires jouent avec les mots. Et ce groupe-là m'a fait découvrir l'IA avant qu'elle devienne grand public. On a fait des premières expériences en tant que chercheur avec d'autres collègues. Et quand l'IA a fait son éruption collective, on avait déjà eu ce premier choc de qu'est-ce qu'on va devenir? En fait, ça change le rapport à l'écriture. Donc j'avais déjà commencé à intégrer, à réfléchir. Et je ne suis pas tombée quelque part de mon arbre de prof en me disant mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Parce que ça a été plus progressif. J'ai eu la chance, en tout cas moi, que ce soit plus progressif que d'autres collègues qui se sont pris de plein fouet en fait, cette innovation-là. Qui n'était pas une innovation, elle existait depuis longtemps, mais qui s'est généralisée dans les usages. Et donc l'IA aujourd'hui, elle s'impose, peut-être certains regretteront que dans le livre, il n'y ait pas plus de place à l'IA. Moi, je défends plutôt l'idée que déjà, j'avais commencé ce travail avant qu'elle arrive et que j'aimerais bien qu'on le pense aussi en dehors d'elle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours penser, tu vois, par exemple, le sujet de la triche pendant le Covid. Les étudiants, ils vont tricher, etc. Donc, on a commencé à réfléchir à la pédagogie et au sujet en fonction de comment éviter la triche. Mais on ne peut pas l'éviter à distance. Ils vont collaborer. Donc en fait, il faut que tu penses tes exercices autrement. Tu ne peux pas dire l'épreuve de commentaire d'arrêt classique, je mets 1 heure au lieu de 3 heures parce qu'ils vont tricher. Non, c'est pas possible. Tu vois, et c'est pareil pour l'IA. Il y a des sujets de formation en IA. Je sais que tu y travailles et qu'il y a d'autres collègues qui forment des étudiants pour savoir utiliser l'IA, pour savoir bien prompter, en faire un outil pertinent. Ça, c'est une première chose. Elle est indispensable aujourd'hui. On ne peut pas fermer les yeux et attendre que ça passe. L'université, on doit s'en saisir. D'ailleurs, il faut aussi que le monde professionnel arrête de nous accuser de ne pas le voir. Parce que nous, on le voit très bien, on le vit tous les jours, on est dans la vraie vie, nous aussi. Petit message au passage. On la connaît très bien, la vraie vie, je vous assure. Tout à fait, oui. Voilà. Mais on le voit et il y a ces cours qui sont spécifiques et auxquels on doit former nos étudiants. Mais il y a aussi tous ces temps où on doit leur dire on ne l'utilise pas, l'IA. Parce qu'on a besoin de développer d'autres compétences. Sans elles, on a besoin encore de lire, on a besoin d'écrire, on a encore besoin de synthétiser, de s'interroger, d'avoir une approche critique. Et donc, on peut leur demander aussi de ne pas utiliser l'ordinateur. Ce qui va impliquer de libérer plus de temps en présence pour faire plus de choses ensemble et de limiter la part du descendant. Donc, je pense que c'est ça aussi le changement majeur de paradigme. C'est que si tu leur demandes de faire tous les exercices à l'extérieur, et que le descendant est transmis à l'université, tu perds des temps d'échange où tu peux travailler avec ou sans IA. Quand on fait le cours de théâtre et droit, je n'ai pas besoin de les forcer, je n'ai pas besoin de les sanctionner, de les punir pour ne pas l'utiliser. Tout simplement, on range tous les ordinateurs, j'arrive avec un gros paquet de feuilles blanches et des stylos. Et on écrit. Voilà, c'est très concret, c'est pas très cher. Nos universités vont mal, donc voilà, là c'est une innovation qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Pour l'anecdote, il y a dans une université où je cherchais du papier, une fois on m'a dit mais du papier toilette. Voilà, je fais non du papier pour écrire. Ouais, voilà. Et donc
s'il vous plaît, à l'université, on peut encore avoir des feuilles blanches et gardons-les, c'est important. D'accord. C'est une université qui ne faisait pas d'examen sur table Bah écoute, j'étais pas dans un service purement administratif, donc je pense que je suis pas tombée dans le bon service, mais c'est révélateur en fait on pense pas, le premier papier auquel on pense, c'est pas le papier pour écrire. Voilà, c'est le papier pour servir, mais plus pour écrire. Effectivement. Donc c'est intéressant. Et voilà, donc tu vois, je pense que l'IA, elle a sa place pour être enseignée, pour être comprise, pour être critiquée. Mais aussi, il y a des temps dans lesquels on doit accepter de ne pas l'utiliser et d'expliquer pourquoi on ne l'utilise pas, ce qui implique de faire des choses ensemble en séance. Et puis le troisième temps, c'est d'accepter, parce qu'on ne peut pas tout faire en séance, qu'il travaille avec à l'extérieur. Mais là, il faut qu'on complexifie nos exercices. Et c'est là que je te donnais l'exemple tout à l'heure de la création de la loi. C'est un exercice qui était très dur à faire avant sans IA, qui est plus facile maintenant, mais on déplace ce qu'on fait après en termes de correction, d'approche critique. On peut leur demander dans des travaux comme la clinique par exemple de fournir les prompts qu'ils ont formulés auprès de l'IA pour voir comment ils travaillent. Donc voilà, ça crée une intelligence collective en plus que tu peux améliorer le résultat global avec la participation de chacun et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas effectivement. Mais le plus gros défi pour les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses au final ce sera justement cette capacité à savoir expliquer à l'étudiant pourquoi il ne doit pas l'utiliser à ce moment-là, c'est pas évident. D'où on revient sur le rapport de la notation, le fait que plus on note, plus le devoir va être noté, plus on va forcer la main à l'étudiant à utiliser l'intelligence artificielle par la force des choses. Comme avant, ils allaient payer un prof particulier pour essayer d'avoir la meilleure note possible. C'est ça. On a juste rendu accessible ce mécanisme-là à la collectivité, c'est ça, qui était réservé à une certaine élite à une époque. Puis là, tu peux encore avoir des discriminations entre ceux qui ont les IA payantes et ceux qui ne les ont pas, etc. D'accord. En matière juste des petites dernières questions sur l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu vas réussir à justifier son absence? Alors, sur des cours théâtrales, ce genre de choses, à partir du moment où on est dans l'oralité, c'est assez facile à mon sens, enfin, en tout cas intuitivement, je me dis à expliquer pourquoi on ne l'utiliserait pas. Mais à partir du moment où, par exemple, là, je vois qu'il y a Claude qui a sorti, donc l'Anthropique qui a sorti son Claude juridique, on va faire la version simplifiée, mais qui est très orienté contrat. Tu fais travailler des étudiants sur la rédaction contractuelle. Déjà à l'époque, on disait aux étudiants, de toute façon, dans la pratique, vous avez les modèles de contrat, etc. Mais là, c'est encore pire, c'est que je clique sur le bouton et j'ai la rédaction de mon contrat, voir son analyse. Est-ce que tu as réfléchi à la manière de le justifier aux étudiants? Comment tu leur expliques qu'eux, ils doivent quand même continuer à comprendre comment rédiger une clause, utiliser un closier Est-ce que tu as... Alors, c'est là qu'on arrive sur quelque chose qui est plus compliqué et qui va imposer une prise de conscience. Il faut qu'on soit mieux formé aux sciences cognitives. Aux neurosciences. Il faut que nous-mêmes, on soit en mesure de comprendre comment fonctionnent les cerveaux, un minimum, on ne va pas tous devenir des experts des neurosciences, qu'on ait cet intérêt-là, comment ça fonctionne, la mémoire de court terme, de long terme. J'ai beaucoup travaillé et lu sur ces questions. Ce n'est pas présent dans l'ouvrage parce que je ne suis pas une spécialiste moi-même. Mais pour me nourrir et pour construire mes propres exercices, je suis allée dans le monde des sciences de l'éducation, je suis allée dans le monde des sciences cognitives pour comprendre comment on fonctionne. Et il faut l'expliquer aux étudiants. Donc, nous, par exemple, on a un cours dès la première année qui s'appelle « Apprendre à apprendre », où c'est une spécialiste qui leur explique comment marche leur cerveau. Tu vois, et on peut dire oui, mais ils s'en fichent, ils vont quand même l'utiliser. Oui, peut-être, mais si on n'essaye pas, si on ne met pas des petites graines un peu partout et un peu tout le temps, et donc chacun d'entre nous doit faire cet effort, et en fait les institutions devraient investir dans nos formations pour qu'on soit en mesure de dire aux étudiants, voilà, à ce moment-là, pourquoi on ne va pas l'utiliser. Et on revient à mon point qui est qu'il faut aussi qu'on fasse en séance. Parce qu'en séance, tu les auras, entre guillemets, sous la main. Tu pourras leur dire, là, on n'utilise pas et on rédige dans un temps limité. Et puis, il reste encore nos épreuves finales qui résistent contre vent et marée. Donc ça va être une question dans les années qui viennent. Mais tant qu'il y a un écrit à la fin, moi, ce qui m'intéresse, et je lance un appel aux collègues, il va falloir qu'on échange là-dessus. Il faut qu'on regarde le niveau, l'abaissement du niveau de nos étudiants et qu'on soit dans une approche aussi d'analyse des résultats. Les résultats, s'ils baissent trop, est-ce qu'on ne peut pas être tenté de se dire « ouais, bon, là, j'ai été sévère, allez, je remonte un peu les notes ». Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas qu'on le fasse. Il faut qu'on laisse, c'est dur de dire ça, peut-être s'effondrer à un moment donné les choses. On ne change pas l'exercice et on voit, et on se dit « mais là, ça ne marche plus parce qu'en fait, ils n'ont pas préparé à l'avance le cas pratique ». Donc, ils ne sont pas capables de faire un syllogisme en deuxième année, là où ils étaient capables de le faire sur un exercice simple. Tu vois, donc, c'est pour ça qu'il faut aussi leur expliquer qu'au final, ce raisonnement, on va l'attendre d'eux. Et que c'est là aussi qu'il y a le volet créativité, la créativité du droit. Mais là, c'est encore un autre appel. Je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour définir ce qu'est la créativité juridique.
C'est pas gagné. Non. Il y a du boulot, C'est un effectivement. gros sujet. C'est un gros sujet. Après, l'IA peut nous aider dans cette tâche, Je à crois mon qu'on sens. peut la prompter pour lui demander Oui. des pistes de réflexion. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est ce que je fais déjà. Non, l'IA peut être un fabuleux moteur pour plein de choses. Mais elle donne des idées, d'ailleurs. Oui, Elle donne tout à des fait. idées. Mais elle peut donner des idées qui effectivement, même s'il n'y a que 2% des idées qu'elle va lister qui sont bonnes, ça fait 2% à prendre et c'est toujours ça de prix. On sait très bien aujourd'hui, quand on connaît un peu le sujet, que l'IA, c'est un excellent outil quand on est déjà expert et qu'on connaît déjà son sujet. Voilà, le problème pour les étudiants, c'est qu'ils n'ont pas acquis les connaissances de base et on a la fameuse dette cognitive qui arrive, les compétences qui ne sont jamais acquises à cause de leur utilisation. Le temps défilant, je veux quand même qu'on aborde, pour conclure ce podcast, une thématique, thématique de recherche, des choses sur lesquelles tu as réfléchi, parce que c'est vraiment d'actualité. En plus, il y a une info récente sur le sujet. Tu travailles à la base sur le corps humain, la personne, c'est ta spécialité. Tu fais aussi du droit du numérique maintenant, et le pont entre les deux, il est assez facile, puisqu'aujourd'hui, on a un impact clair et net du numérique sur la personne. Alors, ces données, évidemment, donc l'aspect immatériel, mais aussi sur l'aspect matériel. Et la fusion entre les deux, l'actualité récente, c'est la question du deepfake, notamment. Alors, deepfake et image de la personne, on en revient à ces fameuses vieilles problématiques qui sont mises au goût du jour. Alors, en termes d'actu, c'était le youtubeur italien, le premier youtubeur italien, même peut-être du monde, je sais plus, européen en tout cas, Kaby Lame, je crois qu'il s'appelle, qui vient de passer un vente de sa société pour 800 millions d'euros, et en même temps passe une petite clause qui permet à la société qui l'a racheté, visiblement, de pouvoir utiliser un double virtuel IA de lui-même pour continuer à faire des vidéos. Donc on est dans une nouvelle ère, visiblement. Toutes ces problématiques de deepfake, de protection des personnes à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'IA, je sais que tu as travaillé sur ces sujets-là, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton regard sur ces questions? En fait, ce qui est assez intéressant sur ces sujets, c'est que le droit à l'image, je travaille sur cette question depuis même mon Master 2. C'est vraiment un sujet qui m'a toujours intriguée dans le rapport et la confrontation, ce que j'appelle le choc des titans des libertés fondamentales. Parce qu'on a d'un côté la vie privée, l'expression, enfin on en revient toujours à ça. Et le deepfake, j'ai suivi très tôt les évolutions, j'étais très tôt très inquiète, je l'ai intégré dès les premiers deepfakes un peu connus dans mes cours. Et dans les premiers cours, il y a même une étudiante un jour qui m'a dit « mais vous avez l'air très inquiète avec ça ». Et tu vois, c'est il y a 3 ans, et j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais ça allait extrêmement vite. Et je prenais même une posture de défense. Oui, je suis inquiète, il y a de quoi être inquiet, voilà pourquoi je le suis. Et après, donc, on a eu un texte qui est venu rajouter dans le code pénal une infraction spécifique pour le deepfake, pour le montage, mais qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui, qui n'est pas suffisant. D'ailleurs, plusieurs associations ont plaidé pour l'aggravation de ces peines, notamment quand il y a un deepfake fait sur les mineurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a une spécificité liée au deepfake à caractère sexuel. Mais avec le débat, moi, j'en démords pas. Je m'interroge toujours, est-ce que sexuel, c'est vraiment nudité ? On a choisi le terme sexualité, pas nudité. Bon, voilà, dans un prétoire demain, comment les choses pourraient se discuter. L'exemple de Grok récemment. Et voilà, avec Grok, clairement. Des photos de mineurs, dénuder des mineurs, etc. Grok, c'est vraiment le point, la partie immergée de l'iceberg, mais en réalité, on sait que le deepfake se faisait dans l'ombre et massivement, avec des contenus massivement générés sur des femmes, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, c'est important. C'est une reproduction d'un diktat genré, donc c'est pas une belle évolution pour l'espèce humaine, quoi. Non, donc ça renforce. c'est dommage de s'en servir comme ça. Donc en tout cas, il y a un vrai sujet, et après, là, c'est aussi mes points et mes sujets sur lesquels j'écris pas beaucoup en tant que chercheuse, parce que je me sens parfois un peu démunie intellectuellement. Il y a plein de gens qui écrivent, qui sont très compétents. Moi, je me dis qu'est-ce que je vais apporter de plus, parce que je crois que c'est un sujet politique. Et qu'il me faut, si on me donne une plume, c'est celle du législateur, ou c'est celle du juge, ou c'est celle des autorités, tu vois, qui ont un vrai pouvoir pour faire appliquer le droit, qui vont donner aussi les moyens aux forces de l'ordre d'aller sanctionner, parce que le deepfake peut accompagner du cyberharcèlement. C'est un des outils, je le rappelle quand même, le deepfake n'est pas en lui-même du cyberharcèlement, mais il peut venir accompagner une posture qui est déjà celle d'un cyberharcèlement. D'arnaque à grande échelle. D'arnaque, on l'avait vu avec la fameuse affaire de Brad Pitt, qui n'était pas un deepfake, mais qui était un deepfake pas sexuel comme Grok, parce que Grok maintenant, voilà. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qui est le pire ? De finir dénudé, de finir en tenant des propos. Moi, je donne souvent ce dilemme-là éthique à mes étudiants. Qu'est-ce qui serait le pire pour moi, de finir dans telle posture physique ou de finir dans telle posture intellectuelle ? Voilà, entre l'un et l'autre, je ne sais pas trop. Non, mais c'est sûr. Alors, tu parles effectivement de pas forcément écrire sur le sujet, mais tu t'interviens énormément dans les médias.
Et justement, l'idée aussi, c'est de savoir, parce qu'on parlait beaucoup des étudiants, de la transmission du savoir aux étudiants, mais un des gros travaux, enfin, oui, un des plus gros, peut-être, métiers alternatifs de l'enseignant-chercheur, j'allais dire, c'est peut-être justement de savoir vulgariser, transmettre la science juridique en dehors du champ de l'université. Et c'est ce que tu essaies de faire à travers de ces médias. Enfin, c'est quoi ton regard sur la question de la transmission du savoir dans ce type de médias-là, d'autant plus que on sait que c'est souvent les journalistes n'ont pas les compétences nécessaires pour parler de ces sujets, et ces sujets numériques, on doit absolument avoir des spécialistes qui en parlent. Donc comment tu traites cette question-là? Alors c'est un vrai dilemme aussi là encore, parce que la première fois qu'on m'a approchée pour les chroniques pour BFM, c'est une chaîne que je ne regarde pas moi en tant que spectatrice, et on m'a expliqué ce qui était recherché. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas forcément le média vers lequel moi j'irai? Mais en même temps, c'est un audimat qui reste important. Et si on dit toujours non, nous les universitaires, pour aller dans les médias grand public, en disant on n'a pas assez de temps, notre propos va être détourné, etc., on n'y va pas. Mais on est remplacé. Oui, c'est ça. On est remplacé par des gens qui n'ont pas notre expertise. Donc aujourd'hui, je pense que ceux et celles qui s'en sentent et l'envie, et parce que c'est une forme d'exposition, c'est pas évident. Moi, je précise quand même, ça peut rassurer que ça fait 1 an et demi que je fais les chroniques sur BFM TV. Je ne suis absolument pas victime, je croise les doigts, de cyberharcèlement. Voilà. Peut-être que l'austérité de notre matière me protège. Voilà, parce que j'ai une approche qui est de 3 minutes sur des sujets avec des outils du quotidien pour les gens, du contrat, du droit social. Une approche technique, une approche technique, qui n'est pas politique. Sociétale. Voilà, qui est... Là, sur Deepfake, j'étais un peu énervée, donc ils m'ont laissé l'être, mais voilà, je pense que c'est assez consensuel comme énervement. Ça fait quoi voilà. C'est exactement quand je fais les conférences grand public, que je montre que le deepfake, s'il n'est pas classé dans les IA interdites, souvent on me posait la question, mais pourquoi il est tout en bas de la liste et pas tout en haut? Pour plein de raisons. Voilà, il faut faire de la pédagogie, effectivement. Et c'est un exercice qui doit être quand même assez difficile au départ. C'est un grand saut, un peu comme l'expérimentation pédagogique. J'aime bien les grands sauts. J'ai la chance de travailler, par exemple, là, avec BFM, avec une équipe de journalistes qui sont super et avec qui on échange en amont. Donc, ils ne me posent pas des questions comme ça de but en blanc sur le plateau. Je choisis toujours mes sujets avec eux, mais c'est un sujet choisi. Si je n'ai pas envie, j'y vais pas. Si je ne me sens pas légitime intellectuellement, j'y vais pas. Si j'ai l'impression que le sujet ne peut pas être réduit à 3 minutes de manière pertinente parce qu'il est trop technique, j'y vais pas. Et c'est peut-être paradoxal, mais sincèrement, un petit message aux collègues, soyez rassurés par le direct. Parce que dans le direct, en fait, vous n'êtes pas coupé. Donc, vous maîtrisez votre propos. Moi, je suis beaucoup moins stressée de parler en direct. Déjà, on ne se rend pas compte qu'on parle à beaucoup de gens. Et surtout, voilà, comme là, j'ai oublié la caméra. mais je ne sais pas ce que tu vas en faire derrière. Tu vois, tu vas faire des coupes. Et quand on travaille avec d'autres médias comme Combini, par exemple, j'ai dû leur faire confiance parce que c'est eux qui ont fait les coupes et ils ne vous remontent pas forcément le montage avant de diffuser. Et donc là, j'ai insisté en leur disant, si vous choisissez des passages, ne coupez jamais les principes et les exceptions. Parce que par exemple, là, c'était sujet sur la mort, sur les modes d'inhumation, sur les perspectives, sur la mort numérique. Alors, parfois, tu vas poser quelque chose qui existe en disant ensuite, il pourrait y avoir ça. Si tu coupes les deux parties, de l'extérieur, tes collègues qui vont t'écouter, moi, c'est un peu mon critère. Si on m'écoute de l'extérieur, on doit pouvoir se dire, elle ne méprise pas le travail universitaire, elle ne fait pas des raccourcis intellectuels, elle reste rigoureuse. Tu vois, c'est ça mon défi. Rester vraiment rigoureuse, donc ne pas partir sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout, où je ne me sens pas à l'aise, et en même temps, avoir une approche de donner envie aux gens, avec leur petit café du matin, de dire « Ah ouais, ça, il faut que je regarde quand même la clause d'assurance. Là. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai loué une voiture et je pourrais penser que... » Voilà, et c'est le même exercice de réflexe que j'ai fait avec les non-juristes au début. Donc finalement, maintenant, c'est la vulgarisation qui revient m'aider à penser mes cours en termes de quel est le message principal ou quels sont les messages principaux de ton cours. Ça aide beaucoup. C'est hyper intéressant. Le temps défilant, je vais conclure avec 2 dernières questions que je pose généralement aux invités parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre regard dessus, à vous tous, chers collègues. Alors en plus, tu es très légitime sur la première question. Quel serait le conseil, les 2 à la limite, je t'autorise le conseil que tu donnerais à un doctorant, une doctorante qui justement, sur ces questions de pédagogie, sur ses premiers sur ses premiers enseignements en TD, quel conseil tu lui donnerais à elle ou à lui
Et deuxième question, un ouvrage à recommander. Alors désolé, ça peut être un autre de tes ouvrages, mais Non, pas quand celui-ci même, là, évidemment. ça serait un peu mégalo. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, un ouvrage éventuellement que tu recommanderais, alors grand public d'ailleurs ou pas, hein. Ok. Alors, un conseil, c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs, il faut choisir. Deux, tu peux en avoir deux. Je vais en avoir deux, si T'autorises à en vraiment avoir j'arrive pas à deux. choisir. Non, mais en fait, le conseil, ça serait oser. Ça va pas te surprendre, ça serait oser. Oser à petite échelle, modestement, mais oser être vous. C'est un des verbes. C'est ça. Voilà, c'est un des verbes. D'ailleurs, ces 3 verbes qui ont été discutés avec l'éditrice, avec mon éditrice Sophie Doucet, que je remercie parce qu'on a fait un beau travail sur le titre qui n'était pas mon choix à l'origine, mais qui est le résultat d'un dialogue intéressant avec quelqu'un qui a vraiment compris mon travail. Donc, je la remercie très sincèrement pour ça. Oser parce que je pense que c'est le point de départ et qu'il ne faut pas se dire que parce que l'université va vous fermer des portes derrière, etc. Il ne faut pas penser à tout ça. Il faut faire des petits pas, comme la Cour de cassation. Hein. On en revient au revirement de jurisprudence. Les petits pas de la Cour de cassation. Elle ne fait pas toujours des grands revirements. Elle annonce tranquillement. Bah, faites pareil avec l'enseignement. Faites pas des grandes révolutions, mais opérons tous des petites révolutions qui font qu'on va dans le changement et qu'on recrée du lien avec nos étudiants. Donc peut-être quand même essayer de maintenir une certaine distance qui est importante, parce que si on décloisonne quand on est jeune, moi je me souviens quand j'ai commencé, j'avais presque l'âge de mes étudiants, on ne se sent pas tout de suite légitime, on se dit mais qu'est-ce que je vais leur apporter, j'ai presque le même âge qu'eux. Donc vous pouvez garder une distance, il y a tout un débat qu'on pourrait avoir sur le vouvoiement, hein, par exemple, c'est un point intéressant. Moi je vouvoie toujours mes étudiants, mais je les appelle par leur prénom. Voilà. Et donc, il y a une distance qui peut être symbolique, qui peut être importante, mais en même temps, créer du lien, de l'empathie, assumer les émotions. La Gen Z, ils demandent que ça. En fait, si vous partez d'eux, vous pourrez revenir à nous, à la société, à l'approche critique et théorique. Mais il faut aller les chercher dans leur tripes parce qu'en fait, ils ne supportent pas ce discours qu'on a, nous, et qu'on a beaucoup entendu de le droit, c'est un outil objectif, froid, rationnel, dépourvu d'émotions. Ça ne leur parle pas. Donc, si on va chercher les émotions, on remonte. Donc, ça, c'est peut-être mon conseil aux collègues qui sont plus jeunes en plus. Donc, eux, ils sont à la frontière de la génération d'avant et peut-être de ceux qui arrivent en tant qu'étudiants. Peut-être ils font partie de la Gen Z déjà. Oui, mais quand on commence à enseigner d'ailleurs au début du doctorat, on est très proche en âge finalement des étudiants, donc on les connaît bien. Ouais, alors peut-être effectivement, pour ne pas faire de rupture, un des premiers outils que tu as mentionné, c'était le fait d'avoir des temps de lecture. Bah, c'est vrai que ça, moi je trouve ça hyper intéressant et je pense que les effets sont très puissants. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être que pour vos premiers travaux dirigés, essayez d'avoir ces 5 minutes peut-être de temps de lecture avec vos étudiants. Peut-être ce sera mais une vraie lecture où on l'assume, on prend le temps, on se dit pas mince, j'aurais pas le temps de finir le TD. Oui, voilà, mais c'est quoi finir un TD? En fait, c'est ça la vraie question. Oui. À partir de quand on considère qu'on l'a fini? C'est ça. Voilà, donc il faut aussi. Et vous êtes légitime à penser ça dès que vous commencez. Parce que c'est votre cours déjà. Vous n'avez pas forcément la maturité, l'approche critique, et c'est pour ça que nous aussi, les plus vieux, on doit aider, on doit accompagner avec bienveillance, on doit partager nos conseils et on doit nous-mêmes continuer à se questionner. C'est ça. Les plaquettes sont plus courtes, je pense, maintenant qu'à l'époque. Je pense aussi. Vous pouvez les finir maintenant, mais à cette époque où il y avait 20 arrêts dans la plaquette. Oui, on a pris conscience que... Voilà, exactement. Bon, je ne vais pas échapper à la question sur le livre, j'imagine. Bah non, il faut alors, tu ne seras pas surpris. Si je dois choisir, je ne choisirais pas un livre de droit en ce moment. Justement. Je choisirais un livre qui m'a beaucoup marqué, mais qui a un lien quand même avec le droit, de Rim Batal, qui est une poétesse franco-marocaine, et qui s'appelle « Je me regarderai dans les yeux ». Et j'ai choisi ce livre-là parce que je l'ai lu, parce que je devais être dans la même table ronde d'un colloque sur le corps à Liège. Et j'ai lu cet ouvrage intriguée, en me disant « c'est marrant, je vais partager la table avec une poétesse, une écrivaine, il faut que je lise son livre avant de la rencontrer ». Et c'est vraiment la croisée du monde de la littérature, de la poésie et du droit qui s'est opérée, humainement, entre les deux personnes que nous sommes, parce qu'on s'est vraiment très bien entendus et expliqué nos approches et nos regards différents sur le corps. Ça fait vraiment un dialogue. Et aujourd'hui, on continue à échanger, à créer des projets ensemble, à réfléchir à comment on peut faire dialoguer le droit et les mots. Et son ouvrage porte sur le corps, donc on y revient toujours. Et donc je pense que c'est bien aussi pour nous les juristes, c'est important qu'on continue à vraiment lire de la littérature. Ça nous nourrit absolument. Donc voilà, j'ai souvenir de certains collègues qui disent « moi je ne vais pas au musée » ou « je lis pas, pourquoi lire de la littérature ?» voilà. Mais si, en fait, je pense que l'avenir du droit, il est aussi dans une approche artistique, au sens très large, hein, pas au sens « je suis un artiste ». Donc c'est l'art dans toute sa culturelle, en fait, tu vois, d'ouverture d'esprit. Tout un tas de choses, effectivement. Ce qui inclut, même pour moi, dans ce mot-là, les jeux vidéo, en fait, tout ce qui peut venir nourrir. Le sport aussi, hein, les codes du sport, des sports très codifiés. J'ai repris le karaté, par exemple, tu vois. Je retrouve beaucoup de mes réflexions sur l'enseignement en reprenant le karaté.
Ben, je comprends tout à fait, parce Voilà. que je partage ton opinion sur le sport. Alors, je recommanderais encore une fois, bien sûr, ton ouvrage Enseigner le droit, donc je me permets de faire la recommandation, vu que tu n'as pas le droit de la faire. Je mettrai le lien de l'ouvrage que tu as recommandé en lien dans la description également, comme ça, si vous voulez, à chaque fois, vous aussi, vous le procurez, vous le pouvez. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté Pierre. de participer à l'interview, c'était vraiment, vraiment passionnant. Alors, on a abordé peut-être 5% évidemment de tout ce que tu proposes dans l'ouvrage, mais sinon le podcast ferait 6h30, voire Ouais, beaucoup c'est ça. plus. Puis il y a plein de débats que Ou je pense 15 on ans en lance des fait. débats. Hein. Ou 15 ans, En effectivement, fait. plutôt 15 ans, oui. D'ailleurs, on va continuer à en discuter en off de toute façon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 5e épisode.